4e Analysis, un autre regard. Lope de Aguirre est né vers 1510 en Espagne, dans la région du Pays Basque. Dès son plus jeune âge, il montre un tempérament rebelle et une soif d'aventure. Aguirre, comme de nombreux conquistadors, va quitter l'Espagne pour le Nouveau Monde vers 1534, aspirant à la gloire, bien sûr, et aux richesses. Il va se joindre rapidement aux expéditions de conquête et participer à diverses campagnes dans l'actuelle Colombie, au Pérou et au Venezuela. Aguirre, qui sera le sujet de notre émission aujourd'hui, est un conquistador, c'est-à-dire un bretteur, un homme d'épée qui met cette épée au service du royaume d'Espagne, bien sûr, mais surtout au service de la violence et de l'argent. Il voyage de pays en pays, en Bolivie, au Nicaragua, au Honduras et au Panama. Il voyage non pas comme vous pour visiter, pour découvrir, mais Lope de Aguirre voyage pour tuer et pour se faire craindre. Et je dirais que sa réputation ne tarde pas à fleurir. Un de ses biographes, Juan de Castellanos, le décrit comme étant un homme de petite taille et de mauvaises mœurs. Aguirre commence très vite à sentir le soufre, à sentir la mort et la vengeance, mais pour l'instant, personne ne se doute de sa folie des grandeurs et surtout de son extrême dangerosité. Il faut savoir que dans ce Pérou du XVIe siècle, il y a un événement qui va changer la vie des conquistadors. Et cet événement, c'est l'apparition de ce qu'on appelle en espagnol « nuevas leyes », c'est-à-dire des nouvelles lois. Que sont ces lois ? Ce sont des lois et ordonnances récemment faites par Sa Majesté pour le gouvernement des Indes et le bon traitement et la préservation des Indiens. Vous l'avez compris, il s'agit d'un décret qui va être publié par Charles Quint sur la proposition du père protecteur des Indiens, Bartolomé Las Casas. Et ces lois sont en fait censées protéger les Indiens et censées interdire la capture des Indiens ou alors, pire, l'organisation de leur servitude. Or, la plupart des conquistadors s'opposent à ces décrets royaux car très souvent les conquistadors considèrent les Indiens comme des sous-hommes et comme des instruments de labeur. Alors la position d'Aguirre par rapport à ces lois est une position opportuniste. Dans un premier temps, il va les soutenir. Parce qu'il soutient le roi et il va soutenir l'application de ces lois. Mais Aguirre est un personnage violent. Il ne respecte pas plus les Indiens que les conquistadors, car il a le tempérament d'un tueur qui n'hésite pas à éliminer tout homme qui se trouvera en travers de son chemin. Et c'est un homme courageux, qui s'appelle Francisco de Esquivel, qui ne supporte plus les exactions de notre conquistador d'Aguirre et qui, au nom de ces lois qui protègent les Indiens, va arrêter Aguirre et va le condamner à être fouetté en public. Esquivel n'a sans doute pas mesuré l'affront qu'il fait à Aguirre, car ce n'est pas la douleur du fouet que redoute Aguirre, mais c'est plutôt la honte et la déchéance. Aguirre, en effet, se considère comme un gentilhomme basque, ce qu'il est, et ne peut accepter une telle condamnation et une telle humiliation. Malheureusement pour lui, le juge ne réalise pas ce qui va se dérouler après cette condamnation. Car s'en prendre à l'honneur d'un conquistador, c'est évidemment courir un risque. Aguirre, dès lors, ne va penser qu'à une chose, se venger. Il va incarner Némésis, il va incarner la puissance de la vengeance, et Aguirre
durant plus de 3 ans, va chasser avec obstination son juge qu'il considère être son bourreau. Notre pauvre Esquivel est évidemment averti par ses amis. Il ne dort plus. Il change de demeure à chaque instant. Il essaye de semer littéralement Aguirre, mais il n'y parvient jamais. Parce qu'Aguirre est un chien enragé. Et un chien enragé ne relâche jamais son emprise sur sa proie. De Quito à Cusco, sur un territoire qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres, Aguirre va traquer sans relâche, jour et nuit, Esquivel. Esquivel qui, entre-temps, est progressivement devenu paranoïaque, on peut s'en douter, qui porte à chaque instant une cotte de maille, un poignard et une épée de défense, bien sûr. Mais on ne peut rester sur ses gardes éternellement. Un beau jour ensoleillé, Aguirre s'introduit dans le manoir du magistrat qui n'est plus sur ses gardes. Il découvre Esquivel assoupi dans sa grande bibliothèque sombre et sans perdre un instant, Aguirre le poignarde avec une violence inouïe à la tempe et au torse. Le juge, hélas, ne survécut pas longtemps, vous vous en doutez, à ces blessures terribles. Et tout le monde commence à craindre cet aventurier qui, visiblement, n'hésite pas à remuer ciel et terre pour parvenir à ses buts. Aguirre qui, entre-temps, parce qu'il s'ennuie, est devenu dresseur de chevaux et qui attend une nouvelle aventure. Et il ne va pas être déçu. En effet, l'histoire de Lope de Aguirre va prendre un tournant, en quelque sorte décisif, en 1560, lorsqu'il va rejoindre une expédition fantastique. C'est celle de Pedro de Orsua à la recherche de l'Eldorado, c'est-à-dire cette légendaire cité d'or. Je rappelle un petit peu ce qu'est cette légende de l'Eldorado. Cette légende trouve son origine dans une information qui avait été donnée par un Indien en l'année 1534. Et cet Indien avait déclaré aux Espagnols qu'il y avait un cacique d'une tribu colombienne qui prenait un bain totalement saupoudré d'or dans un lac qui se trouvait près de Bogota, en Colombie. Vous imaginez la stupeur et l'effarement des Espagnols. Ce qui fait que dans l'imagination des Espagnols, il s'agissait de dénicher l'Eldorado, ce qui veut dire en espagnol l'homme doré, et surtout de dénicher des royaumes secrets qu'on avait découverts d'ailleurs une vingtaine d'années plus tôt dans la province d'Omagua. Ce qui fait que en 1559, le vice-roi de Mendoza va monter une expédition fluviale pour explorer et conquérir ces territoires légendaires d'Omagua et d'Eldorado, qui étaient réputés pour des richesses fabuleuses qui devaient s'y trouver. Alors l'idée de Mendoza est double. Bien sûr, chercher des richesses et de l'or, mais en même temps se débarrasser de ces gens très violents, ces hidalgos, comme Aguirre, en les attirant vers la jungle, et donc en les éloignant des centres politiques et administratifs. Et on peut dire que cela va fonctionner. En nous confiant le commandement de cette expédition à Pedro de Orsua, qu'il va nommer gouverneur de ces terres, on va pouvoir éloigner de nombreux soldats, de nombreux mercenaires du Pérou, et prévenir ainsi toute rébellion contre l'autorité royale afin d'éviter, bien sûr, si possible, les guerres civiles. Lope de Aguirre, qui était persona non grata au Pérou, qui n'a ni fortune ni gloire, qui a été très très marqué dans sa chair par les combats successifs qu'il a menés, se dit pourquoi pas rejoindre cette expédition. Et il va embarquer avec sa fille métisse qui s'appelle Elvira.
Le 26 septembre 1560, l'expédition va se lancer sur le fleuve qu'on n'appelait pas à l'époque Amazone, mais qu'on appelait Marañón, parce que c'était un fleuve qui était marron, dont les eaux étaient sombres. Et par la suite, Aguirre appellera ses partisans les Marañones, c'est-à-dire ces hommes qui parcourent l'Amazone en hommage bien sûr au fleuve Marañón. L'expédition, je l'ai dit, est fabuleuse parce qu'elle comprend 300 Espagnols, un demi-millier d'Indiens, plusieurs dizaines d'esclaves noirs qui sont répartis sur 2 brigantins de belle allure, de grandes barques et des petites embarcations. Et vous savez tous que cette expédition hors du commun a été décrite par le réalisateur Werner Herzog dans son film de 1972 qui s'intitule Aguirre ou la colère de Dieu, avec comme personnage principal Klaus Kinski. Après un an, donc sur le fleuve Amazone, l'expédition malheureusement vacille. Aguirre et ses compagnons n'ont rien découvert. Aucune découverte n'est faite et plusieurs embarcations d'ailleurs sont perdues. Alors progressivement, les tensions entre les hommes montent, qui vont mener à une mutinerie. Le chef de cette expédition, je l'ai dit, qui s'appelle Pedro de Ursúa, ce chef est seul. Il file cependant un parfait amour avec sa maîtresse qui s'appelle Inès, et peu à peu, les hommes d'équipage se posent la question, est-ce qu'il est plus intéressé par l'or ou par sa maîtresse? Et il commence à chuchoter, ne serait-il pas d'ailleurs ensorcelé par cette femme? Alors Aguirre va se rendre compte très rapidement qu'Ursúa n'a pas la trempe d'un chef militaire. Et on peut s'en douter, Aguirre méprise la faiblesse et les hésitations. Il décide d'inciter un des lieutenants principaux de l'expédition, Fernando Guzmán, à écouter les mécontentements de l'équipage et donc à se révolter. Dans la nuit du 1er janvier 1561, Aguirre et des soldats pénètrent, au cours d'une halte sur la rive du fleuve, dans la case d'Ursúa. Un soldat saisit son épée à 2 mains et transperce la poitrine de son chef. Les autres achèvent le moribond à coups de poignard, tout en hurlant « Vive le roi, le tyran est mort ». Qui fait qu'Aguirre va s'imposer comme le chef des mutins, le chef que ces gens attendent. Et Aguirre va déclarer qu'il n'obéira plus à Philippe II, le roi d'Espagne, mais à un nouveau chef qu'il désigne lui-même et qui s'appelle Fernando de Guzmán. Ce qui flatte bien évidemment Guzmán, et Aguirre va baiser la main de Guzmán en signe d'obédience. Il sera imité par tous ses officiers. Il va décider de créer un royaume indépendant et il va faire sacrer Guzmán prince du Pérou, prince de la terre ferme et prince du Chili. Mais il s'agit bien sûr, vous l'aurez compris, d'un roi de pacotille qui n'est en fait que la marionnette d'Aguirre. Et ce Guzmán redoute ce basque terrifiant qui n'a peur de rien et qui n'est retenu par aucun principe. Et on peut le dire, Guzmán a raison de se méfier, car Aguirre, il faut le savoir, n'est pas animé par la recherche de l'or, mais il est animé d'abord par la recherche du pouvoir. Il veut, comme on le dirait à présent, renverser le système. Pour cette raison, il ne veut pas se rendre sur le territoire des Omaguas, c'est-à-dire ce territoire qui est censé renfermer l'or de l'Eldorado. Et il va, dans un geste incompréhensible, bifurquer à l'ouest. Il ne va pas suivre le cours de l'Amazone, il va quitter le cours de l'Amazone. Et il va s'enfoncer dans un fleuve qui est très peu connu, qui est le Rio Japura, dans un dédale de cours d'eau qui va finir comme par magie, et heureusement pour lui et son équipage, par l'amener sur l'Orénoque. Alors Guzmán, devant ce coup de tête, Guzmán s'affole.
et se dit, après tout, il faudrait peut-être éliminer ce Basque, il faudrait peut-être éliminer ce capitaine qui est devenu fou, car il faut être fou pour abandonner la recherche de l'or et lui préférer l'amour de la gloire. Mais Aguirre a de bonnes oreilles. Il va être capable de déjouer l'attentat et va tuer lui-même d'un coup d'arquebuse Guzman qui hurle de douleur et qui va s'effondrer mort dans sa cabine. Je vous prie de croire que les marins sont atterrés. Aguirre va déclarer alors « Le prince et ses amis sont morts parce qu'ils ne savaient pas gouverner et maintenant n'en parlons plus. » À la tête de ses amis, de ses marañones, Aguirre va descendre lentement le fleuve Orénoque jusqu'à l'océan Atlantique. Il va infliger de nombreuses violences aux populations indigènes qui croisent. Enfin, Aguirre va atteindre au Venezuela l'île de Margarita sur la côte atlantique. Mais sa soif de destruction ne va pas s'arrêter là, car existent sur cette côte quelques colonies qui sont terrorisées à la vue de ces marins qui ressemblent, après 1 an de navigation sur l'Amazone et sur l'Orénoque, qui ressemblent à des pirates en guenilles, armés de poignards, de sabres et d'arquebuses. Aguirre va demander à ses compagnons de tuer pêle-mêle les magistrats, de tuer les juges, de tuer les évêques, de tuer les avocats, mais également de tuer les prostituées qui sont, dit-il, la cause de grands malheurs et scandales dans le monde. Et le 23 mars 1561, il va faire ratifier par 186 soldats une déclaration le proclamant prince du Pérou, de la terre ferme et du Chili. Aguirre se prépare alors à retourner au Pérou avec sans doute l'intention de conquérir la vice-royauté. Et la folie d'Aguirre va devenir de plus en plus meurtrière. Il élimine ses propres amis, quand ceux-ci lui donnent de simples conseils, ou un pauvre soldat qui a le malheur de le questionner. Et c'est dans ce délire meurtrier qu'il va rédiger la lettre qui va signer son arrêt de mort, en quelque sorte. Une lettre adressée au roi d'Espagne dans laquelle il le défie, dans laquelle il l'insulte et le provoque. Cette lettre est une véritable déclaration de guerre, implacable selon les termes d'Aguirre. Lettre de Lope de Aguirre à Philippe II. Écoute, écoute, roi espagnol, ne sois pas cruel envers tes vassaux, ni ingrat, car ce sont eux qui, pendant que ton père et toi viviez dans le royaume de Castille, sans aucun souci, t'ont donné au prix de leur sang et de leurs biens tant de royaumes et de seigneuries que tu as dans cette partie du monde. Et écoute, roi et seigneur, tu ne peux, tout en portant le titre de roi juste, tirer aucun profit de ces pays où tu n'as rien hasardé, sans que d'abord ceux qui y ont peiné et sué leur sang soient récompensés. Je tiens pour certain que peu de rois vont en enfer parce que vous êtes peu, que si vous étiez nombreux, aucun de vous ne pourrait aller au ciel, car je crois que là-bas vous seriez pire que Lucifer, tellement vous avez soif et faim et l'ambition de vous rassasier de sang humain. Mais je n'ai pour vous ni admiration ni estime, vous vous dites toujours en tutelle, et tout homme innocent est fou, et d'ailleurs votre gouvernement n'est que du vent. Bien sûr, cette lettre qui va être apportée à Saint-Domingue va créer un émoi considérable. On va mobiliser 2000 hommes qui vont épauler l'armée vénézuélienne et qui vont partir à la recherche d'Aguirre, le traître, et de ses troupes. Les compagnons d'Aguirre sentent que la partie est perdue. Beaucoup d'entre eux vont déserter et vont rejoindre les troupes loyalistes espagnoles. On pourrait dire que cela n'impressionne pas, outre mesure, Aguirre qui va déclarer ceci : « Si les lâches m'abandonnent, je prendrai comme alliés les singes de la forêt et les chats sauvages. » Aguirre est accoutré comme l'ange de la mort. Il chevauche un superbe cheval noir
Il arbore un drapeau noir décoré de 2 épées sanglantes et il va entrer, accoutré ainsi, dans la ville de Barquisimeto. Il sent bien sûr, Aguirre, que la partie est perdue et que ses fidèles l'abandonnent. Et dans un dernier moment de folie, il va poignarder à plusieurs reprises sa propre fille, Elvira, tout en lui disant « Je ne veux pas qu'on puisse t'appeler la fille d'un traître ». Les soldats espagnols pénètrent enfin dans la Bastide, qui est son dernier refuge. Un premier coup d'arquebuse l'atteint au cou, un second à la poitrine, et Aguirre va s'effondrer le 27 octobre 1561. Francisco Vázquez dira « Son âme alla en enfer ». Il disait souvent vouloir y aller parce qu'il était Jules César, Alexandre le Grand et d'autres vaillants capitaines, tandis qu'au ciel, il y avait des pêcheurs et des charpentiers, gens de peu de courage. Aguirre n'eut aucune sépulture, on découpa son corps comme les bouchers découpent la viande des bœufs. Sa main gauche fut exposée à Nueva Valencia, sa main droite à Medida, et quant à sa tête, elle fut exhibée dans une cage de fer et suspendue à un gibet. Quant à ses compagnons, certains furent pendus par le nouveau gouverneur, d'autres furent graciés, car ils participèrent à des expéditions contre les Indiens. Alors Aguirre, malgré ses exactions, continue de façon assez étonnante à être célébré. Au Pays basque tout d'abord, puisqu'il est basque, mais également par certains intellectuels qui voient en Aguirre un des premiers opposants à la couronne royale. D'ailleurs, le film réalisé par Carlos Saura en 1988 et qui porte le titre El Dorado, avec notamment Lambert Wilson dans le rôle de Pedro de Ursúa. Dans ce film, on voit, je dirais, une interprétation assez positive de l'image d'Aguirre, qui cherche peut-être à contrebalancer l'idée trop sombre qui se dégage des biographies habituelles. Écoutons Ingrid Galster parler de cette interprétation de Saura. L'Aguirre d'Eldorado de Saura est un héros positif qui proclame l'égalité des races et livre un exemple d'entente entre les peuples quand, dans une intervention pacifiste, il se met à genoux devant le chef d'une tribu d'indigènes, alors que l'Aguirre historique s'était précisément insurgé parce qu'on l'avait privé de son butin indien. Bref, héros de l'indépendance des peuples américains ou tyran cruel assoiffé de pouvoir, on peut dire que le personnage d'Aguirre n'en finit pas d'alimenter nos imaginaires.